Alors, merci de votre exactitude pour revenir dans cette salle pour la dernière intervention de la journée. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir François Loignet, qui est bien connu à Lyon puisqu'il a été professeur. J'ai l'honneur d'être l'un de ses successeurs. Et voilà, nous sommes assez nombreux dans la salle à l'avoir eu pour professeur, pour directeur de thèse aussi, et notamment donc les organisateurs. Sont vraiment heureux de le retrouver ici. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc François Loyer a été professeur dans de nombreuses universités, Lyon, Strasbourg, Rennes. Il a dirigé la commission du Vieux Paris, l'école de Chaillot. Il a été directeur de recherche au CNRS et il a à son actif, vous le savez, de très nombreux ouvrages qui concernent la période qui nous intéresse, en l'occurrence la fin du 19e siècle et le début du 20e. J'en citerai quelques-uns pour mémoire simplement. Paris 19e siècle, l'immeuble et la rue, le siècle de l'industrie qui a bercé nos études, évidemment, parmi d'autres, l'histoire de l'architecture française de la Révolution à nos jours, chez Mingès, qui est une bible que l'on peut évidemment toujours utiliser avec beaucoup de profit. Ses travaux sur l'Art Nouveau, qui sont nombreux également, la naissance de l'Art Nouveau en Catalogne, les expositions autour de l'école de Nancy, qui ont été également très importantes. Et bien d'autres travaux, bien sûr, qui font toujours référence, et pour longtemps, dans le domaine de l'histoire de l'architecture. Donc François Loyer nous parle de Tony Garnier, l'héritage du rationalisme français, pour une conférence qui durera le temps qu'elle doit durer, avec cependant une contrainte de temps, comme toujours, puisque les intervenants de ce colloque sont attendus à l'hôtel de ville à 18h30, donc le temps de nous y rendre. Je signale que j'ai des tickets de métro pour ceux qui n'en ont pas. Je le dis maintenant, même si c'est un peu hors cadre, mais ces détails techniques sont importants. Donc nous pourrons avoir quelques questions à la fin, mais tout dépend du temps que François Loyer utilisera pour sa conférence. Tu es prévenu. Je vais faire au mieux si tant est que j'y arrive. J'ai prévu un diaporama qui a l'avantage de pouvoir s'interrompre quand il le faudra. Donc on pourra toujours sauver les meubles s'il leur passe. Alors, le thème que je veux aborder se situe de façon volontairement un peu rétrospective par rapport aux interventions d'aujourd'hui. L'idée étant de montrer un peu d'où vient la culture qui a été celle de Tony Garnier dans sa jeunesse jusqu'à la maturité. Donc finalement, je ne cherche pas du tout à promouvoir l'image d'un artiste abouti, mais au contraire à montrer de quel milieu il est venu et en restant dans une perspective qui est celle de l'analyse de sa culture architecturale. Ni sa culture intellectuelle, ni sa culture politique, mais bien le monde de l'architecture tel qu'il l'a appris. Alors, c'est pour ça que j'ai donné comme titre l'héritage du rationalisme français, parce que j'y vois une continuité qui est plus sensible aux étrangers qu'aux Français. Le rationalisme français est quelque chose qui a si bien duré que je crois qu'il existe encore chez les architectes contemporains comme Berger, qui se situent dans cette même perspective que leurs prédécesseurs, à la différence de courants internationaux que j'évoquerai très brièvement au cours de mon exposé. Alors, je commencerai par une thématique qui est la tradition des beaux-arts. Je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais je n'ai pas le choix pour commencer. Et je voudrais juste vous mettre en parallèle deux documents aussi illustres l'un que l'autre, mais qui expriment bien le caractère un peu ambivalent, ou en tout cas dual, de cet héritage, c'est-à-dire la présence d'une vision spatiale qui sort complètement de la réalité et qui rentre dans un imaginaire monumental qui devient même un imaginaire paysager tout à fait extraordinaire et profondément dramatique chez Boulet. On a l'impression que le décor s'est déplacé dans l'architecture et qu'il imprègne maintenant la vision de l'architecture. Et puis j'ai mis évidemment en symétrie, parce que cette approche picturale célèbre, travaillant sur la lumière et sur les échelles, et il faut opposer
la volonté d'une conception rationnelle, logique, par système de composition élémentaire, qui est celle de son élève Jean-Nicolas Louis Durand. Je crois que ces deux tendances qu'on a excessivement opposées dans l'histoire sont en fait totalement complémentaires, qu'elles appartiennent à un regard qui pourrait être rapproché de celui de la philosophie, cette vision dialectique de la production, qui fait que à la fois on imagine quelque chose d'extraordinairement logique et rationnel, et en même temps on s'évade dans un imaginaire qui est sorti des limites. Et je crois que ce caractère ambivalent de la production est un trait tellement fondamental de l'architecture contemporaine au sens historique du terme, c'est-à-dire depuis la Révolution jusqu'à nos jours, qu'on peut trouver de multiples exemples qui se répètent de génération en génération. Alors, j'ai évidemment continué mon parallèle. Vous voyez, c'est vraiment un grand pas, en mettant en face l'un de l'autre le Henri Labrouste travaillant sur l'ambiance lumineuse de la grande salle de la Bibliothèque nationale, dont je continue à penser que c'est un dérivé de l'architecture séyoukide, et il y a quelque part un regard même digne de Sinan et de la période ottomane dans cette conception de l'espace. Les mosquées de Brousse sont derrière de façon évidente. Et puis, en symétrie, quelque chose qui montre que la fracture s'aggrave entre les regards parallèles sur l'architecture. C'est le moment où la notion du décor se détache de celle de la logique du programme ou de la construction. C'est-à-dire que le décor prend son autonomie, et il l'a fait depuis la génération des Adams, et devient de plus en plus envahissant artistiquement et formellement dans les constructions, jusqu'au point où peu à peu on arrivera à une architecture de pur décor. On peut dire même que dans les années 1920, le décor a tué l'architecture. C'est quelque chose qui a traversé tout le 19e siècle et qui, naturellement, éclaire d'un jour indirect ce qu'on peut dire sur l'architecture de Denis Garnier. Alors, ces deux éléments de présentation étant faits, cette sorte de mise en scène sommaire d'une histoire de l'architecture à travers le siècle, mais on a galopé un peu vite, on peut entrer maintenant dans quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est-à-dire qu'enseignait-on à l'école des Beaux-Arts? Eh bien, on y enseignait, à mon avis, une architecture très profondément imprégnée par la leçon de Labrouste, et c'est peut-être le point qui est profondément commun entre Lyon et Paris, c'est l'univers labroustien qui a baigné aussi bien les jeunes élèves lyonnais que ensuite les membres des ateliers parisiens, notamment celui de Jules André. Et j'ai choisi, bien sûr, de présenter la galerie Zoologie. Ce n'est pas celle que les gens préfèrent, c'est celle que chez Beethoven a transformée à la brute, mais qui garde cette dualité tout à fait volontaire d'une façade palatiale convenable et même convenue, qui est d'ailleurs curieusement une façade de typologie de musée où on verrait, comme au Louvre, la sculpture en bas, la peinture dans les étages, et qui s'adapte assez mal à un volume intérieur qui, lui, est un immense espace de grand magasin. Mais, tout à fait impressionnant par le caractère des verrières et l'ampleur du vide intérieur. Et puis j'ai mis juste en face quelque chose d'un peu plus historiciste pour vous montrer qu'il y a finalement, au sein de ce rationalisme, il y a aussi une passion pour l'histoire et la connaissance de l'histoire. C'est des architectes extrêmement cultivés. Alors j'ai choisi dans toute l'œuvre de Pascal, elle est relativement abondante et je ne savais pas trop bien que prendre. Et finalement, j'ai trouvé que la faculté de médecine de Bordeaux était tout à fait caractéristique parce qu'elle a les quelques conventions qui sont celles du monument, mais on y retrouve surtout un mode d'écriture inspiré par la fin du XVIIIe siècle
et c'est le XVIIIe siècle, je dirais, plié au rationalisme, obligé de fonctionner dans la logique du projet. C'est un habillage, c'est une convention parmi d'autres. Là, c'est une convention essentiellement typologique et peut-être aussi géographique, au sens où elle est particulièrement bien adaptée à Bordeaux. Ailleurs, on aurait pu choisir le XVIe siècle, ou on aurait pu choisir la fin du Moyen Âge. On l'a fait avec une relative aisance. Donc, dans cet enseignement de l'école des beaux-arts, certes, il y a une rationalité dominante, qui est avant tout une rationalité des programmes et des matériaux, mais il y a aussi des interprétations, des tempéraments artistiques différents. Et quand vous voyez Pascal en face de André, on voit qu'on ne sait pas la même chose du tout, que seul un regard un peu trop grossier considérerait que c'est unitaire. J'ai choisi encore une tendance plus affirmée dans l'historicisme, très raffinée celle-là. C'est l'œuvre de Charles Questel qui emprunte au château du XVIIe siècle l'aspect, la silhouette d'une préfecture. Enfin, il faudrait mieux dire, la formule aurait été mieux dans l'autre sens, qui donne à la préfecture l'allure d'un château du XVIIe siècle. C'est fait avec talent, c'est fait avec élégance. C'est quelqu'un dont l'enseignement était très raffiné au niveau du sens du détail. Autant je trouve Louis-Jules André a le tort d'être un peu le prédécesseur de Laloux, c'est-à-dire qu'il fait du détail à la hache, peu intéressant. Autant Questel a su apprendre le travail de l'ornement architectural de façon extrêmement élaborée à ses étudiants. Et puis, j'ai mis en face quelqu'un qui, au fond, est assez proche, et comme par hasard, j'ai choisi la même ville, c'est à Grenoble, la faculté d'Honoré Domé, qui reprend le XVIIIe siècle. Si vous comparez, j'ai été tenté de le faire, puis j'y ai renoncé, la faculté de Bordeaux, enfin, qu'on a vu à l'instant, et puis celle de Grenoble, vous voyez que le travail de Domé intègre et réécrit à sa manière, de façon personnelle, moins historique que celle de Questel, l'héritage de l'histoire. Donc vous avez dans la tradition de l'école des beaux-arts, réduite ici vraiment de façon sommaire à quelques évocations de ce qu'étaient les ateliers parisiens, une diversité qui peut se comprendre. Elle est d'autant plus intéressante à noter qu'elle croise et probablement se heurte assez fortement avec des usages de filières qui font que les élèves d'une région vont automatiquement ou presque automatiquement dans tel ou tel atelier. Et les Lyonnais suivent un parcours qui est presque stéréotypé, dans lequel on démarre à Lyon et puis on va chez Blondel parce que c'est naturel, si vous voulez. Mais on voit bien que arrivés à Paris, les étudiants sont obligés de choisir entre ces différents patrons, ces différentes façons de regarder l'architecture. Il y a on est loin des stéréotypes dans la production de l'école. Alors nous continuons avec un point qui est justement le lieu de la formation. Le premier élément, j'aurais pu évoquer Chenavard et les liens avec la Brousse. Je crois que ça aurait été bienvenu. J'y ai renoncé parce que c'était un peu exagéré par rapport à Tony Garnier, ça nous faisait revenir trop en arrière. Je l'ai regretté parce que mon amour de la Grèce et celui de Lyon s'associent autour du nom de Chenavard assez volontiers. Les Lyonnais savent de quoi je parle. J'ai donc choisi de vous prendre deux œuvres caractéristiques de principaux patrons lyonnais, Antonin Louvier, actif pour l'essentiel à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République, et deux œuvres, celle de gauche, un hôpital pavillonnaire de la fin des années 60, qui est un modèle d'architecture sanitaire très inspiré par l'exemple de l'Hospice Sainte-Anne à Paris. Et puis en face,
le même Louviers ayant reçu la commande d'une préfecture de prestige et reprenant à son compte à peu près toutes les conventions de l'architecture officielle de l'époque. On hésite à se demander si on est dans la préfecture de Marseille, si on est dans l'hôtel de ville de Paris, si on est dans le musée des Beaux-Arts de Lille, on ne sait pas. C'est cette architecture de représentation bourrée d'éléments décoratifs et ayant tout de suite compris les charmes de la scénographie de Charles Garnier, d'où ce spectaculaire escalier qui semble plus effectivement un escalier d'opéra qu'un escalier de préfecture. Mais c'est la représentation officielle qui s'exprime là. Et oui, c'est étonnant de penser que le jeune Tony Garnier a vu cela, a vu ces bâtiments s'achever ou se construire, et que c'est le bain culturel dans lequel il s'est formé. Je crois que c'est tout à fait important de se le remettre en tête. Il n'est pas né à la modernité comme on semble l'imaginer, il est né dans les courants d'un éclectisme triomphant au début de la Troisième République. Alors, le passage à Paris l'amène à découvrir autre chose, et l'atelier de Paul Blondel est très intéressant parce que Paul Blondel, non seulement l'élève de Domé, mais il est surtout l'ami de Frédéric Ingel-Dollfus, qui est un grand industriel mulhousien, acquis aux idées saint-simoniennes, et qui lui commande à Blondel des dispensaires, l'un d'entre eux, plusieurs bâtiments destinés à usage social pour la ville de Mulhouse, et il lui commande en particulier un magnifique dispensaire dont il fera peu après la copie à Paris, le dispensaire Furtado Heine, qui date des années 1880, qui a été malheureusement massacré malgré mes vives protestations il y a 20 ans, et qui est l'un des plus beaux exemples qui soit d'une architecture totalement dégagée des stéréotypes qu'on imagine comme ceux de l'enseignement académique. C'est-à-dire un édifice de plein pied, implanté dans un jardin, avec des matériaux qui doivent beaucoup à l'héritage de Daviou, c'est-à-dire l'appareil bichromé, les grandes toitures débordantes en tuiles, etc. Et puis un travail sur les volumes qui articule les fonctions de façon très profondément expressive. Donc chez Blondel, on apprend vraiment autre chose que ce qu'on apprend chez Louviers à Lyon. Et c'est le change. On passe de la commande officielle de programmes spectaculaires à une réflexion qui se veut totalement nouvelle sur l'architecture sociale à travers les équipements qui sont les équipements essentiellement les équipements sanitaires, mais qui peuvent aussi être des bibliothèques, qui peuvent être des écoles, qui peuvent être des asiles pour les enfants. Vous voyez, tous ces programmes nouveaux qui émergent à la génération des écoles Jules Ferry, dans cette grande rupture qu'apporte le début de la Troisième République. Et puis je vous ai mis en face, je n'ai pas résisté, deux œuvres de Georges Sellier de Gisors. Alors il y en a une que j'adore, c'est l'ancienne poste de Toulon, qui est dans une écriture à la Guadet, et dont le plus grand charme était le couronnement dans lequel arrivait la filerie téléphonique, qui est par voie aérienne, et qui créait une sorte de cage de fer. On dirait une volière, c'est quelque chose d'étonnamment romantique dans un bâtiment aussi rigoureux. Et c'est évidemment du jeu de contraste entre les deux que le bâtiment tirait son plus grand charme. Il a malheureusement perdu sa volière. Un jour, il faudra la refaire. Et puis, je vous ai mis en dessous un exemple non moins intéressant, le dépôt des postes du boulevard Brune, toujours de C. Gisors, qui montre qu'en matière de grande composition fonctionnelle, on apprenait beaucoup à l'école, et on apprenait à faire des bâtiments qui n'étaient pas seulement des monuments, qui étaient d'une utilité incontestable, dans lequel le problème de l'articulation des fonctions, le problème des circulations, des réseaux, le problème du choix des matériaux utilitaires étaient des questions prioritaires. D'ailleurs, on l'a bien vu dans tous les projets qu'on a vus depuis ce matin,
les choses étaient beaucoup moins formelles qu'on ne l'a dit. Alors, après ces remarques sur la formation, il y en a une qui est très troublante. C'est le problème que rencontre tout spécialiste de l'Art Nouveau, et malheureusement pour moi j'en suis un, lorsqu'il regarde ce qui se passe autour de Tony Garnier dans les années 1890-1900 à Paris. Et dans ce Paris fin de siècle, eh bien, on a bien sûr la personnalité de Victor Guimard, qui vient, je dirais, de l'école ennemie, il vient de l'école des arts décoratifs, celle qui conteste l'école des beaux-arts, et qui est héritière de la tradition des Diocésains, héritière d'une tradition viollet-le-ducienne profondément imprégnée, et qui va continuer jusque dans les années 30. On voit bien que dans l'architecture de Guimard, il y a à peu près tout ce qui peut faire une belle architecture pittoresque. Il y a des accidents de volume, de toiture, de loggia, de beaux windows, etc. Des différences de matériaux, la pierre de Paris, la meulière caverneuse, la brique de différentes teintes, la fonte ornée. On a à peu près tout le répertoire qu'il est possible d'avoir. Et comme vous le savez sans doute tous, ce répertoire est assez curieusement emprunté, puisque les premiers projets qui avaient été faits pour le Castel Béranger étaient empruntés à un décorateur belge injustement oublié. Tout le monde cite Victor Horta, qui n'y est pour rien. L'auteur des décors d'Horta s'appelait Baes, ou Basse, selon la façon dont on veut le prononcer, Henri Basse, qui était professeur d'art décoratif à Bruxelles et qui a inventé ce motif en coup de fouet dérivé de l'art japonais qui devait avoir un tel succès par la suite. Alors, je vous montre ça, tout va bien, sauf que jamais Tony Garnier ne s'y est le moindrement intéressé. Il n'y a pas un dessin qui évoque ce genre de choses. Et donc, je trouve quand même intéressant de noter, d'autant que soyons un peu exagérés dans nos admirations, Guimard était d'origine lyonnaise, même s'il a peu vécu à Lyon. Alors, j'en ai un autre à vous vendre, qui lui est un vrai Lyonnais, celui de droite, Jules Lavirotte, enfin de droite, oui, de droite, je n'inverse pas les images. Jules Lavirotte, c'est l'immeuble du Square Rapp, qui est réalisé sa première grande œuvre à la fin du siècle. Il est réalisé pour son voisin Alexandre Bigot, et il est surtout une sorte de programme hybride où la partie basse est un immeuble d'habitation bourgeois, on ne peut plus banal parisien, avec ses soubassements à refend, ses étages nobles habillés, comportant des balcons plus ou moins à l'espagnol et habillés de briques, ce qui indique d'ailleurs que c'est pas du très riche, hein. C'est du Paris petit bourgeois, c'est pas du Paris grand bourgeois. Et c'est pas tout en pierre. Mais quand on arrive en haut, pour lui et sa femme, Lavirotte s'était construit une formidable un triplex dans les couvertures, avec tout ce que Alexandre Bigot pouvait faire pour lui, une ornementation proliférante. Alors, c'est d'autant plus frappant de regarder ce bâtiment, d'où la petite image qui est sur le côté, pour vous le dire, c'est que c'est un camarade d'atelier de Tony Garnier. Ils sont ensemble à l'école pendant quand même... il a été dans les années... à l'école des Beaux-Arts de Lyon, un tout petit peu plus tôt, en 85. Garnier commence en 86. Oui. Et puis ensuite, ils vont tous les deux chez Blondel, 88 pour Lavirotte, 90 pour Garnier. Donc, ils se suivent, ils se connaissent, et en toute logique, on aurait dû avoir un Tony Garnier Art Nouveau. Et on ne l'a jamais eu. Donc ça, c'est remarquable, c'est frappant, c'est un refus, c'est une protestation. Il ne se laisse pas avoir par les tendances d'époque.
Et il affirme tout de suite une étonnante personnalité qui est le refus de l'ornement à l'époque où personne ne songerait à le contester. Mais avant qu'Otto Wagner commence à s'y mettre, avant qu'Adolphe Loos en fasse un principe. Donc je crois que ça doit être dit de façon insistante. C'est un point de départ professionnel qui est un rejet. Alors, ce qui a entouré le jeune Tony Garnier, élève de l'École des Beaux-Arts de Paris, c'est ce que je qualifie de modernisme pittoresque. On ne m'en voudra pas trop de cette aimable déclinaison. J'ai déformé le classicisme pittoresque de Hitchcock et quelques autres pour en faire un modernisme pittoresque. Alors, j'ai commencé avec Gabriel Daviou, non pas le Daviou des théâtres, qui m'ennuie toujours un peu beaucoup, mais le Daviou très imaginatif des petites constructions dans les parcs de la ville de Paris, le Daviou paysagiste, vous voyez, et notamment ces magnifiques bâtiments du buffet de la Pépinière au Jardin du Luxembourg, qui a tous les éléments d'un casino à l'italienne et qui a une invention dans la couleur d'autant plus frappante que si vous regardez la date, on est quand même très tôt, en 1867. Il utilise déjà les carreaux de céramique, la construction en briques et un travail qui n'est pas du tout convenu en matière d'écriture, des arcades, des colonnes, etc., où il s'inspire très lointainement de l'art roman ou de l'art Renaissance, je ne sais pas, peut-être des deux à la fois. En tout cas, quelque chose qui brise avec les conventions. Et puis, je lui ai donné pour successeur Paul Sédille, le grand créateur de l'architecture polychrome, en prenant cette Villa Weber qui a la chance d'exister toujours dans le 16e et qui a été considérée dans les années 1880 comme le monument des tendances nouvelles de l'architecture. Elle est très savante et compliquée puisque c'est un bâtiment de composition classique qui se détourne volontairement du classicisme, par exemple en supprimant les axialités. Regardez les deux travées d'avant-corps qui deviennent trois seulement dans la loggia supérieure. Regardez la non-réponse de la partie gauche par rapport à la partie droite. Et puis tous les effets de couleur du matériau. Oser la tuile mécanique à Paris, oser la brique à l'époque. Certes, c'est admis parce qu'on est à Auteuil, on est dans les quasi-banlieues de la ville, mais c'est un peu audacieux. Et bon, le même Sédille est celui du magasin du Printemps, ce qu'on ne peut pas oublier, et qui est Tony Garnier a vu neuf à l'époque où le magasin a été reconstruit. Alors, j'ai choisi ensuite des gens plus jeunes pour la génération de Daviou est 1823, date de naissance. Sédille 1836, sont des gens qui ont, dans les années 60, été des adultes confirmés. Viennent ensuite ici Louis Bonnier, qui est né en 56, René Binet, qui est né 10 ans plus tard, en 66, et enfin Georges Legros, qui est né en 65, qui est quasiment le contemporain de René Binet. Je l'ai choisi parce que on y trouve des choses assez proches de la sensibilité du jeune Tony Garnier, et en particulier la manière dont Louis Bonnier dessine ses villas d'Ambleteuse, dans ce site magnifique de l'embouchure de la Somme, casse complètement le travail de présentation de l'architecture en elle-même, en plan coupe élévation, la met dans le site et de façon très impressionnante. Vous voyez, on a deux exemples qui sont assez caractéristiques. J'ai pris René Binet, je n'ai pas trouvé ce que je voulais, à vrai dire. René Binet est un magnifique décorateur. J'aurais bien aimé vous montrer de belles décorations, mais je ne les ai pas trouvées au moment où j'ai cherché. Et puis, voilà, le dernier, voilà le père et le fils Legros. J'ai retenu surtout le nom du fils parce que je pense que c'est peut-être Alphonse qui a eu la commande, mais c'est sûrement Georges qui a construit le bâtiment. Et il est complètement dans la veine de l'époque.
Son hôpital Boucicaut servira d'ailleurs de modèle à Domenech et Montaner pour le grand hôpital Saint-Paul de Barcelone. Donc, ce qui est magnifique, c'est la conception pavillonnaire très rigoureuse. Il y a même quelque chose d'assez surprenant, c'est que toutes les salles d'opération sont en système tollé, c'est-à-dire avec une voûte ogivale, une voûte en arc brisé, et des ventilations très très exagérées, de façon à permettre l'assainissement des locaux et éviter la contamination bactérienne, autant qu'on savait le faire à l'époque. Et puis c'est planté dans un jardin. C'est un hôpital qui se veut expérimental, dans lequel qui a autant de poids historique que n'en a eu un demi-siècle plus tôt la Rivoisière. Donc je mets un peu l'accent sur Boucicaut parce que évidemment c'est le premier endroit où Tony Garnier est amené à pratiquer l'architecture en réalité, à participer à un projet qui se réalise. Donc vous voyez que la formation parisienne qui a été celle de Tony Garnier, succédant à la formation lyonnaise, lui a déjà donné, si vous y réfléchissez, un assez large champ d'expérimentation dans un moment où aucune voie n'est tracée. C'est le moment où finalement la tradition du rationalisme commence à s'essouffler, la tentation de l'historicisme, elle aussi, on commence à se dire qu'on a beaucoup recopié et que c'est peut-être pas la peine de reprendre et de continuer cette tendance, et on cherche un autre souffle, souffle qui s'exprime principalement par la présence du paysage, la présence de la nature et la recherche de matériaux, disons, naturellement colorés qui donnent un peu de fantaisie et d'originalité à la production. Donc il est dans un monde où il y a un besoin de nouveauté et peut-être pas la réponse qu'on aimerait avoir, surtout quand on imagine que, comme architecte, il refuse le vêtement de la mode, que c'est ça qui le pousse à l'opposé de l'Art nouveau. C'est que l'Art nouveau est un mouvement de mode qui s'exprime parfaitement dans la typographie, dans le mobilier, dans le vêtement, dans l'affiche, dans ce que vous voulez, mais qui s'exprime plus difficilement dans l'architecture. Et pour une raison assez simple, c'est que malheureusement l'architecture a le tort de rester. Et que 10 ans après, ce qui a été très mode devient insupportable. Regardez plus près de nous, je me permettrai de faire une comparaison décalée en disant qu'on a vu le postmoderne d'il y a 20 ans se faire, on le voit fait aujourd'hui. Et on en est parfois très affligé, en se demandant si on ne pourrait pas s'en débarrasser assez vite. Donc c'est le problème de la mode, c'est le fait qu'elle n'a qu'une très courte durée et que les architectes qui ont conscience du caractère permanent de la production architecturale, du caractère, je dirais, inéluctable, une fois que c'est fait, eh bien, sont obligés de se poser la question de leur responsabilité en matière de décor. Alors, l'aspect qui l'a emporté dans la personnalité de Tony Garnier, c'est l'intérêt à la ville moderne. Donc je vous sors là des choses qui sont d'un parallèle un peu élémentaire, mais on ne pouvait pas y échapper. Ebenezer Howard à Letchworth, pour vous montrer là une conception de la ville périurbaine. Au fond, c'est accepter la ville dense et la ville de col blanc au centre et la ville résidentielle en périphérie. C'est une vision bourgeoise et non industrielle qui est vraiment totalement différente de celle que promeut Tony Garnier. Je crois que ce parallèle est suffisant pour qu'on comprenne à quel point on a évoqué tout à l'heure les origines et les modèles et les exemples qui ont servi à Garnier pour concevoir sa cité industrielle. C'est quand même un acte intellectuel très audacieux que de partir de lieux de production industrielle
Mais quand on fait la comparaison avec Hogwarts, on se dit qu'Hogwarts, finalement, botte en touche. Il se contente du modèle de la périphérie accessible par chemin de fer, avec toutes ses variantes. J'ai failli vous mettre Soria-Imata ou des gens de ce genre pour dire la même chose. Puis j'ai renoncé à vous les montrer, c'était pas la peine. Là, on a deux systèmes de conception dans lesquels il y en a un qui est évidemment totalement différent du précédent et se refuse à ce compromis entre partie résidentielle et partie d'affaires. J'ai choisi aussi un autre élément qui m'a semblé tout à fait fondamental et qui a été plusieurs fois évoqué aujourd'hui. C'est l'importance du regard des archéologues et des géographes sur la situation des villes et leur implantation. Alors je vous ai mis là quelques beaux exemples, je crois, tout à fait significatifs. En bas, c'est ce formidable relevé du site d'Épidore par De Frasse. Épidore qui est un lieu, là je fais une petite parenthèse grecque, mais les Français ont été verts de jalousie lorsque les Allemands, ayant gagné la guerre de 70, ont obtenu du gouvernement grec la fouille d'Olympie. Et les Français ont expliqué leur malaise, et du coup, le gouvernement grec leur a donné en échange Délos et Delphes en disant ben voilà, on vous cède le terrain. Et puis finalement, c'est un Grec qui a décidé, c'est Panayotis Kavadias, qui était l'homme qui a pris en main les fouilles de l'Acropole et qui a découvert les fameuses corées de l'Acropole. Cavadias a décidé, lui, de se battre et il a obtenu le financement d'une fouille à Épidore où il a retrouvé ce magnifique théâtre. Donc les Grecs ont exprimé pour la première fois dans leur histoire l'existence d'un milieu intellectuel suffisant pour diriger des fouilles archéologiques, ce qui était une chose à remarquer dans le contexte de l'époque. Évidemment, quand De Frasse va à Épidore, c'est un hommage à la Grèce moderne qu'il faut comprendre par derrière. Et puis je vous ai mis en face un autre ensemble, c'est celui de Pergame, découvert par quelqu'un qui n'était pas du tout un universitaire, Karl Humann, qui est un ingénieur chargé de la construction des routes et un passionné d'archéologie qui va finir par imposer une fouille complète du site extraordinaire de Pergame que tous les contemporains ont admiré et qui aboutira finalement à la récupération de toutes les sculptures du Grand Hôtel de Pergame et à leur installation dans le Pergamon Museum de Berlin. C'est-à-dire qu'il va finir par convaincre les institutions académiques les plus poussées que ça vaut la peine de fouiller une ville hellénistique et de ramener un grand ensemble de sculptures hellénistiques. Ce qui, à la fin du XIXe siècle, est pour le moins surprenant. Alors, je vous ai mis ces deux exemples parce que ça montre que le milieu des archéologues est un milieu porteur à cette époque qui conjugue des professions et des cultures et des intérêts différents, c'est-à-dire l'intérêt des épigraphes, celui des numismates, celui des archéologues de plein exercice, mais aussi celui des géographes, celui des spécialistes de l'étude des villes, et que tous ces points vont évidemment bouleverser le regard des architectes. Je crois que cet après-midi, on a eu un exemple fabuleux avec l'exemple de Rome, qui montre d'où est venue cette préoccupation tout à fait nouvelle qui surprend, parce qu'on imagine l'archéologue comme attaché uniquement au relevé du monument. Et c'est tout à fait faux. Les grands relevés de Tournaire à Delphes sont là pour le démontrer. Alors, ces modèles archéologiques, c'est ça qu'il faut que je reprenne, permettent de mieux comprendre les préoccupations que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est cette vision essentiellement paysagère des villes qui a l'air d'être apparue d'autant plus fortement que ce n'est pas cela qu'on héritait de la tradition du XIXe siècle. On héritait d'une ville d'ingénieurs,
de réseaux, d'égouts, de gaz, d'eau, de systèmes de plantation, etc. On avait de chemins de fer urbains, on avait quantité de problématiques qui étaient des problématiques essentiellement techniques de gestion de la ville. Et là, on quitte ce regard très professionnel marqué par les ingénieurs urbanistes allemands en particulier, mais aussi par les haussmanniens français, pour entrer dans une vision du rapport de la ville à son site. Alors, l'exemple suivant vous montrera d'autres propositions en rupture avec l'héritage du XIXe siècle. Alors, j'en ai choisi une qui a eu un beaucoup plus grand succès qu'on ne le croit, c'est les systèmes de l'immeuble à gradins, sur un concept qui est quand même étonnant, c'est l'angle lumineux constant, qui est vraiment une idée d'architecte parce qu'elle ne tient aucun compte de l'orientation. Il est peut-être constant, mais à condition d'être du bon côté. Et le système à gradins est un moyen de, je dirais, recycler l'haussmannisme. Et il sera repris par tout le monde, y compris par Louis Bonnier dans la modification du règlement de Paris en 1931. Il sera repris surtout dans le règlement de New York, de New York City, et puis il sera repris dans le règlement d'Athènes en 1927, tout ça est dans un même conseil. C'est ce système à terrasse qui permet de rester dans la trame haussmannienne, mais de rendre la ville un peu plus aérée, un peu moins étouffante. Alors ce procédé-là, ou celui-ci, là c'est une ville utopique qui est la ville de la communication, celle d'Hénin-Sévras. J'ai mis le célèbre dessin de Andersen, et puis en face le projet de Weber, où il y a, disons, une mise au service des stéréotypes de la grande composition classique pour en faire quelque chose d'entièrement renouvelé. Bon, je pense que c'est une chose que Tony Garnier ne peut pas ne pas avoir bien connue, mais dont il a cherché à s'échapper. Justement parce que, en choisissant des sites réels, il cassait complètement les facilités de la composition classique. Ça, je crois que c'est un des éléments qu'on retrouve à Canberra, d'ailleurs, tout à fait dans le choix du site de Canberra, dans le rapport avec les lacs, etc. On se complique la vie pour avoir du coup un magnifique paysage, et à partir de quoi la ville est obligée de se plier aux contraintes du site et d'en tirer parti. Donc il y a une très forte invention, assez différente de celle que promeuvent les membres du musée social au même moment, qui eux se préoccupent plus d'efficacité professionnelle que, disons, d'invention de la notion de ville moderne. Alors, après ces remarques sur disons, la façon, dans le contexte dans lequel Tony Garnier pense à une cité industrielle, je voudrais vous présenter aussi quelque chose qui a, à mon avis, beaucoup d'importance, c'est le radicalisme qui naît autour du début du siècle, c'est-à-dire qui reprend la tradition du rationalisme en l'exagérant et en lui donnant une sorte de brutalité volontaire qui est sans concession. Alors je vous ai mis deux œuvres qui, à mon avis, sont largement suffisantes pour le comprendre. D'une part, le viaduc du métro de la ligne 6 à Vienne, qui traverse le paysage avec un culot invraisemblable. Il passe en biais. Vraiment, aucun ingénieur n'aurait osé. En disant, ah non, il y a une limite, il faut faire un effort. Par rapport. Là, c'est la brutalité du passage qui devient la beauté du parti. L'ornementation disparaît. Une gigantesque poutre américaine traverse le site. Et c'est suffisant pour avoir une très grande force d'expression. Et c'est arriver à l'essentiel, une sorte d'affichisme architectural qui s'exprime ici de façon très, très forte. Quand Formigé a fait le métro de Paris, on voit bien qu'il n'a pas osé aller aussi loin. Seules ces stations de métro ont une vocation un peu semblable, mais plus modeste, plus adaptée à leur contexte. Et puis j'ai mis en face
un ouvrage qui est très héritier de la tradition violelle du ciel, la Bourse d'Amsterdam, mais jouant sur, je dirais, la contradiction entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. C'est-à-dire ce bâtiment de briques formé de volumes un peu désarticulés, exprimant chacun une partie des fonctions de l'édifice, et puis à l'intérieur, une immense salle sous une verrière baignée dans une lumière jaune assez surprenante, qui fait que à côté, les projets du viollet-le-duc pour Pierrefonds apparaissent petits bras. C'est vraiment là, c'est l'excès. Et c'est l'excès de modernité qui tout d'un coup naît, y compris dans des langages qui sont encore des langages relativement respectueux du sens de l'ornement, de quantité de détails qui vont brusquement disparaître à partir du moment où on a osé faire cette rupture. Alors évidemment, ça m'amène à vous montrer les contemporains de Garnier qui ont adopté le rationalisme constructif modernisé à Paris. Ça se présente de soi-même, l'immeuble de Perret qui utilise un lieu inexploitable pour montrer les qualités du matériau. Évidemment, c'est parce que la parcelle est très difficilement constructible, on ne peut pas mettre de cour derrière. Et puis, c'est une parcelle panoramique par la vue fabuleuse sur la ville. Et l'architecte cherche à trouver une solution pour que ce soit une cage de verre. Du coup, elle est une cage de verre dépliée très habilement et où l'ornementation vient en contrepoint très discret sur les voiles de béton des parties pleines. Et puis, je n'ai pas résisté à un petit hôtel particulier de François Lecoeur pour vous montrer que que Perret n'est pas le seul dans Paris. On comprend dans quel contexte tout cela se passait. Alors, j'arrive, après ces quelques exemples, vous voyez, j'ai résumé les années 1900 et suivantes à Wagner, Berlage, Perret et Lecoeur. C'est quand même un peu pauvre, mais bon, j'allais pas vous faire un cours d'histoire de l'art, donc j'ai renoncé à faire plus. Alors, je vous ramène à Lyon. J'aurais d'ailleurs dû mettre un titre ici. Dans mes papiers, j'ai noté un moment d'hésitation chez Tony Garnier. C'est lorsque, après ses accessites au concours de reconnaissance des architectes américains, il a été tenté par l'Amérique. Et on voit bien que, comme plusieurs, il a mis quelque part en avant. Il s'est fait exposer à Washington, puis à Chicago, puis à New York. Donc, il aurait pu, s'il avait voulu, faire une carrière d'enseignant d'école d'architecture aux États-Unis. C'est finalement Paul Cret qui le fera. Et puis il a été également approché par Glasgow. Donc il y a un moment où il a failli partir. C'est la tentation de l'exil, c'est ne trouvant pas sa place, il se demandait ce qu'il allait faire. Et il a osé quelque chose qui est aussi très, très fort et très inattendu. C'était une personnalité tranchée. Il a osé le retour à Lyon. C'est-à-dire que c'est une époque où un certain nombre de gens se sont dit qu'ils pouvaient faire de l'architecture et des grands projets en dehors du contexte parisien. Et croyez-moi, le centralisme culturel était tel que, même dans mon propre métier, quand j'ai commencé juste après 68 et que j'ai été nommé à Rennes, on m'a expliqué que je partais pour les pays des pauvres. Enfin, aller si loin, c'était peu envisageable. Et lui fait la démarche inverse. Il est lyonnais, il revient à Lyon et il entend participer à un enjeu majeur qui est la création d'une école d'architecture à Lyon. Il est en plein dans ce contexte. Donc c'est une rivalité avec Paris. Il n'est pas le seul. Dubuisson fait la même chose à Lille. Donc il y a plusieurs architectes qui se disent qu'il y a une carte provinciale à jouer et que ça va être une des grandes ambitions de Tony Garnier. D'ailleurs là-dessus, je dirais que s'il a tant voulu avoir le prix de Rome, c'était pour retourner à Lyon et être assuré de la commande publique. C'était la clé de la commande publique. On l'oublie trop. Quand on voit même les grands programmes religieux, c'est toujours marqué dessous que l'architecte est un grand prix de Rome.
ça fait partie, disons, des facilités pour être reconnu, accepté, poussé par les politiques, obtenir les financements. Donc, il voulait retourner à Lyon et il avait besoin de ce sésame qui n'est pas du tout une recherche désespérée de reconnaissance académique, mais qui est une clé professionnelle très supérieure au diplôme, qui est certes honorable, mais enfin qui nous permet au mieux que d'obtenir un titre d'architecte du département après avoir patienté 20 ans. Donc, je crois que là, il est venu avec une volonté. Et la première chose qu'il montre, c'est sa capacité professionnelle à travers ces petits projets pour le parc de la Tête d'Or, qu'on regarde avec un peu de condescendance, sont trop jolis, sont trop pittoresques, ils sont trop bourgeois. C'est l'architecture de villa telle qu'on l'attendrait. Et bien justement, il faut comprendre l'effort qu'il fait pour accepter un langage qui lui permettra d'obtenir de la commande. Il faut démarrer dans un métier. Et si vous regardez sur la gauche de l'image, vous voyez qu'il a regardé la Villa Hennebeek et qu'il se dit, après tout, pourquoi ne ferait-on pas quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup moins convenu comme distribution et comme organisation que la maison bourgeoise telle qu'elle est connue à travers toutes les publications depuis 40 ans. Et on peut vous constater aussi, et là c'est à droite en haut, que l'une de ces obsessions plastiques, qui est l'atrium, est déjà présente. Donc dans ces villes-là, qui sont sa carte de visite d'architecte débutant, arrivant à Lyon en disant, voilà, j'ai mon Grand Prix, je sais faire, voilà, je peux vous faire une très belle villa, eh bien il y a déjà, disons, un condensé de tout ce qu'il veut faire pour la suite de sa carrière. Alors, il ne réalisera pas ce projet, qui ne trouvera pas son financement, mais évidemment, la vacherie va lui permettre, la vacherie du parc de la Tête d'Or, laiterie vacherie, va lui permettre de pousser plus loin et de façon beaucoup plus forte sa radicalité. C'est une architecture faite avec des matériaux traditionnels, puisque c'est de la masse, c'est de la construction moulée, et puis avec de très grandes toitures débordantes qui sont évidemment nécessaires à la fois pour le fonctionnement de l'établissement et pour la protection des murs contre la pluie. Et vous voyez que tout cela est simplifié à l'extrême. Alors on pense souvent que c'est la modestie de la commande qui est la cause du caractère élémentaire de la silhouette et des matériaux. Je crois que c'est une proclamation, c'est un véritable parti pris, c'est une affiche professionnelle, surtout quand je reviens une seconde à ce qui était avant, ou juste en même temps. Ça, c'est une flatterie vis-à-vis de la clientèle potentielle. La vacherie, c'est une œuvre qui se dit, qui manifeste sa rupture et qui, évidemment, reçoit cette fois-là, par chance, un soutien politique qui va lui permettre de réaliser sa carrière. Alors, j'en arrive, il est temps que je me presse, au couronnement d'une carrière. Cette exposition de 1914 est évidemment celle qui fait un pied de nez à Paris. C'est à Lyon qu'on fait la grande manifestation sur l'urbanisme, l'exposition internationale, et ce n'est pas à Paris. Et du coup, on s'étonne, parce qu'on se dit, après tout, le musée social était là pour le faire, et on vient à Lyon de partout en Europe. Et je pense que cet événement, synthétisé à travers les abattoirs de la Mouche, est au fond le couronnement de cette démarche, qui est une démarche combative et assez solitaire. Je crois qu'il faut la décrire comme telle. Alors, je voudrais dire un petit mot, c'est un peu une parenthèse, à propos des abattoirs de la Mouche, en tout cas de la grande halle des abattoirs, la seule qui a survécu. On fait toujours le parallèle avec du Terré-Contamin et la galerie des machines. C'est techniquement très exact. Les fermes à 3 articulations, ils lui sont empruntés. Mais du coup, c'est un peu modeste comme dimension par rapport à la galerie des machines elle-même, qui est gigantesque. Ici, oui, la galerie des machines, c'est 115 mètres de portée. Ici, on est à 60, je sais plus, 80 mètres, je crois, 80 mètres de portée. Et je me suis aperçu, en regardant les dimensions de la gare du Nord, par les hasards de
de l'actualité, que la gare du Nord fait 72 mètres de portée, 200 mètres de long, 180 mètres de large et 38 mètres de haut. Et je trouve qu'il y a un rapport d'échelle dans lequel je vois, moi, une sorte d'hommage à la tradition du milieu du XIXe siècle. C'est-à-dire à ce qu'avait été la modernité de Hittorf, faisant travailler les grandes manufactures anglaises pour la réalisation des illustres colonnes de la gare du Nord. Et puis, vous trouvez à peu près la même dimension. La portée de Saint-Pancras à Londres est de 75 mètres. Oui, on est plutôt dans ces exemples-là, des exemples qui sont sans doute utilisés pour, disons, donner sa noblesse à son projet. C'est un moyen de reconnaissance. C'est pas une dette, c'est plutôt le moyen de ne faire peur à personne et de se faire. Donc, c'est un hommage aux grands anciens, une sorte de résumé de l'héritage technique qui s'exprime là et qui lui permet, côté architectural, de montrer qu'il a su faire et d'acquérir d'un coup une connaissance internationale qui était tout à fait inattendue pour un architecte provincial. Alors, arrive ensuite la publication sur laquelle on a longuement parlé tout à l'heure, donc je n'y insiste pas, je le fais là pour le rappeler, avec néanmoins quelques remarques qui me serviront de conclusion. Parce que je crois que je regarde un peu plus loin, je ne sais plus ce que j'ai fait. Oui, on va d'abord faire ça. J'ai fait un petit paragraphe que j'ai appelé Hellénisme par déco. Alors, ceci pour vous dire d'abord, enfin, je peux citer Chenavard avec sérieux. Chenavard était le maître d'André Couchot, qui est un de mes préférés, que les archives municipales de Lyon connaissent bien pour avoir ressuscité son œuvre grecque. André Couchot est l'homme qui a étudié les églises byzantines de Grèce en 1842, et j'ai découvert, grâce aux publications de cette maison, qu'il avait été aussi l'auteur de la magnifique villa de la duchesse de Plaisance au Mont Pentélique près d'Athènes. Donc André Couchot, Saint-Simonien, etc., venu en Grèce dans les années 1830, accueillant son maître Chenavard ensuite pour le voyage de Chenavard qui est parfaitement connu. Bon, la génération des années 1840 a pratiqué la Grèce plus que Rome. Quand on voit que Paul Blondel est allé 3 ans de suite à Délos faire des fouilles dans les années 1880, on se dit tiens, c'est étonnant, pourquoi vont-ils en Grèce alors que l'Italie est à la porte, c'est bien plus facile, et l'Académie de Rome est beaucoup plus logique. Et puis on voit que successivement, je vais vous donner Paul Nénaud à Délos en 1880, Victor Laloux à Olympie en 82, De Frasse, on l'a cité, à Épidore en 89, Albert Tourner à Delphes en 92 et jusqu'en 1902, il est resté 10 ans. Et puis Emmanuel Pontremoli qui avait osé aller à Pergame en 1894. Ils sont tous allés en Grèce ou de l'autre côté, en Ionie, au tournant du siècle. Donc, quand le jeune Denis Garnier s'intéressait à une Grèce rêvée, il avait derrière lui un background d'enseignants et gens d'architectes réputés qui connaissaient la Grèce réelle, qui étaient allés voir les sites antiques de Grèce. Et puis, il est la génération qui va en Grèce. Alors, Henri van de Velde en 1903, avec le comte Prince, ça s'est mal passé d'ailleurs. Harry Kessler et Aristide Maillol en 1908. Victor Bérard et Fred Boissonnas, ce photographe, en 1912. La Grèce est un des grands voyages imaginaires du début du XXe siècle, avant que ne se développe le tourisme de masse, au moment où l'évolution des moyens de transport permet de mettre 4 ou 5 jours au maximum pour aller jusqu'à Athènes, au lieu de mettre des mois, comme on le faisait au cours du XIXe siècle, eh bien, les intellectuels quittent l'Italie pour aller voir la Grèce. Et ça, je pense qu'il faut tout de même le rappeler. Et une Grèce qui est en grande partie rêvée. Il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, les sites grecs sont à peine commencés à fouiller et qu'il n'y a rien à voir. Il faut vraiment être archéologue pour découvrir autre chose que le Parthénon. Alors, ces points, j'ai oublié aussi
les amis sculpteurs, et j'ai, bien sûr, à côté d'Henri Bouchard et d'André Vermar, j'ai pensé à l'influence à l'époque de Antoine Bourdelle dans La femme est grecque, et qu'il y aura une série de sculpteurs grecs, les plus grands sculpteurs de l'entre-deux-guerres en Grèce, sont passés par Paris. Donc il y a un petit monde que je voulais montrer pour dire que cet idéal hellénique est quelque chose de profondément intégré, mais comme il y a peu de choses à voir, eh bien, on fait depuis le 19e siècle une sorte de résumé un peu terrifiant, mais qui ne dérangeait pas du tout à l'époque. C'est de prendre Pompéi pour modèle et de faire une Grèce pompéienne qui n'a jamais existé, mais qui existe dans l'esprit des architectes. Et je crois que la façon dont Tony Garnier conçoit ces villes-là, il leur donne cette sobriété, ce dépouillement qu'il a pu voir dans les ruines antiques qu'il a visitées, mais il leur ajoute une ambiance qui est profondément pompéienne, avec des qualités d'échange assez fabuleuses. Dans sa villa, d'ailleurs, il y a des choses un peu compliquées, parce qu'il y a même, vous voyez, non seulement il y a cet atrium, cette galerie à arcades, malheureusement très dénaturée aujourd'hui, qui rend la maison complètement fluide avec son atrium, mais il y a aussi un clin d'œil à la Renaissance, et notamment à la Villa Farnésine, avec la fausse perspective de ville qui enveloppe les murs de l'atrium, qui a été redécouverte il y a quelques années, et qui, évidemment, renvoie à Pompéi, d'une part, bien sûr, et puis à Peruzzi, d'autre part. On peut faire le choix entre l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il y a un imaginaire, j'allais dire gréco-latin, si vous me permettez, qui est devenu celui des architectes. Alors, je continuerai le suivant. J'ai pas pu résister au plaisir de montrer les trois villas. Et dans la villa de Catherine Garnier, finalement, comme dans beaucoup de jardins d'Italie, c'est moins l'architecture qui compte que la fusion de l'architecture et du paysage, ce moment fabuleux où les murs se prolongent en simples poutres pour dessiner le carré générateur de la composition, et la végétation envahit tout le reste. C'est d'une imaginaire de jardinier tout à fait inattendu chez l'homme de la cité industrielle, mais c'est en même temps ce qu'on voit dans tous ces dessins quand on les regarde de plus près. Et puis j'ai montré aussi ce petit atrium et sa fontaine dans la villa de Mlle Bachelot, dont certains aspects sont un peu plus convenus, notamment le grand atelier donnant sur la rue, avec son jeu de niveaux décalés, qui emprunte un peu la tradition de l'Art Nouveau, où il y a les mêmes choses chez Sauvage notamment, et puis chez Mackintosh. Et alors, pour vous dire que finalement, et là j'arrive vraiment à ma conclusion, c'est ce que les contemporains ont bien voulu retenir de l'œuvre de Garnier. L'homme dont l'imaginaire était si fort, et qui était, je dirais, indifférent à une partie de l'héritage qu'il avait pourtant parfaitement reçu, ils ont vu en lui un dessinateur, avec raison d'ailleurs, mais un dessinateur prodigieux, dans un goût néo-hellénique, art déco, qui a énormément séduit. C'était facile à vendre, et que l'article de Léon Deher d'Art et Décoration est un hymne à cet aspect des choses. Et c'est ce qui a été retenu de la reconnaissance française de l'œuvre de Tony Garnier. Et c'est un piège un peu redoutable, sauf évidemment l'image qui me plaît beaucoup, qui est celle du projet pour le monument aux morts, dans lequel il a cherché ce site fabuleux au-dessus de la ville de Lyon, qu'il n'a pas pu réaliser, qu'il a réalisé autrement ailleurs, mais où on voit sa maîtrise du paysage une fois de plus. Alors, j'en arrive à ma conclusion, c'est la consécration. Comment finalement, en étant arrivé à reconnaître en Tony Garnier autre chose qu'un grand décorateur art déco? Eh bien, parce que à sa mort, il a fait l'objet
d'une reconnaissance régionale. C'est l'exposition de 1948 à Milan par Giulia Veronesi qui lance les choses. C'est le grand article de Louis Piessa en 1950. Et puis, on voit aussi la reconnaissance qui est faite par les grandes histoires générales de l'art, on peut dire les histoires de la modernité, donc Guidion, Zévi, Hitchcock, qui, de façon assez différente, et de façon nettement moins caricaturale chez Hitchcock que chez Guidion, lui donnent le statut de précurseur de la modernité. Ils construit cet imaginaire qui part de la Beauce pour aller à Tony Garnier avant d'être célébré par la réussite de Le Corbusier. Donc ça, c'est finalement l'image d'Épinal que nous avons héritée. Elle a été combattue. Alors, j'ai pris dans l'ordre, en date de publication, la manière beaucoup plus fine dont Peter Collins regarde l'œuvre de Tony Garnier. Je crois que là, il a un regard autrement plus raffiné et plus circonstancié sur l'œuvre de Tony Garnier. Bénévolo, parce que c'est une grande fresque. Loupiac et Mangin, parce que, comme moi, c'est pour ça que je me suis mis en dernier, c'est l'accession du public français à la connaissance historique autrement que par des grandes encyclopédies internationales un peu schématisantes. Et puis, on arrive à des travaux plus spécifiquement consacrés, par leur thématique, à Tony Garnier en tant qu'architecte. Au fond, jusque-là, il était simplement mis en place dans une fresque générale de l'art du XXe siècle. Et c'est le livre de Giulia Veronesi, donc qui donne une date, vous voyez, c'est 48. Je vais me pencher un peu pour le voir. Et Piessa que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et puis c'est surtout toutes les publications qui ont pris en compte la personnalité de Garnier. Mais c'est assez tardif, si vous regardez les dates. Je ne l'ai pas retrouvé, on a juste retrouvé la couverture. Je dis on parce que ma chère épouse m'a sauvé en allant chercher l'information que je n'étais pas capable de trouver. La publication par le Cru de l'ouvrage de Pawlowski, le Cru qui était un centre de recherche d'études urbaines dominé par les sociologues et qui a donné à un architecte la chance de pouvoir parler de Tony Garnier. Et puis après, eh bien, le succès de Pawlowski a fait qu'il a été publié en polonais, en italien, en anglais, etc. C'est devenu une référence. Et on arrive en face de Pawlowski à une intellectuelle américaine, Dora Vivenson. On voit que le personnage, en tant qu'architecte, prend de l'ampleur. Il n'est plus seulement un élément de la fresque, il devient un objet d'étude en lui-même. Donc ça, c'est important, c'est la génération des années 70, oui, c'était il y a 50 ans. Et puis on arrive évidemment aux publications qui se succèdent dans les années 80, 80-90, je n'ai pas besoin de vous en faire. Le panorama, vous les connaissez toutes, depuis le numéro spécial de Rassénia jusqu'à l'exposition de Beaubourg. Et je crois que là, on parle enfin de Tony Garnier. Du coup, vous voyez, on en parle aujourd'hui beaucoup plus. J'ai pour la période récente, pour les dernières années, les 10 dernières années, 3 ouvrages importants qui ont donné des éclairages supplémentaires. Et maintenant, nous prenons le relais. Alors, je n'ai pas voulu mettre l'image de notre propre colloque parce que j'aurais trouvé ça grossier. Alors, j'ai choisi celle-là pour vous dire que pour le 150e de la naissance, eh bien, Tony Garnier était enfin l'objet d'études qui dépassaient complètement le caractère géographique des premiers travaux pour entrer dans une problématique d'insertion dans une culture beaucoup plus générale qui est celle du XXe siècle. Voilà, je vous remercie et j'espère que j'ai été dans les temps. Oui, c'était vraiment temps.